Chapitre 5: La minorité européenne d'Algérie. Nous avons à plusieurs reprises, dans les pages précédentes, éclairé certains aspects de la société européenne d'Algérie. On eût aimé, bien sûr, trouver chez les médecins et les intellectuels européens d'Algérie le souci de diminuer la tension, de faciliter les contacts, de dédramatiser le conflit. On sait au contraire que ce sont les intellectuels européens qui ont pris la relève des colons. Les Sérigny, les Borgeaud, les Laquière ont disparu ou évoluent en arrière-plan. Il ne faut d'ailleurs pas s'imaginer qu'ils agissent par personne interposée. Cette période est close, aujourd'hui. Les Lagaillarde et les Régard ne sont que des hommes de paille. Ils ont pris la direction des forces colonialistes, noué directement des contacts avec l'armée et les partis français de droite, et n'écartent pas l'éventualité d'une brutale cassure. Les classiques de la colonisation sont depuis longtemps dépassés. Habitués à l'action parlementaire et aux pressions politiques et aux manœuvres de couloir, ces hommes manifestent depuis 3 mois une nette hésitation. C'est que les nouveaux ténors de la colonisation voient l'avenir sous forme apocalyptique. Certains intellectuels européens d'Algérie, parce que liés au pouvoir colonial, ont contribué bien souvent à donner à la guerre d'Algérie son caractère hallucinant. Nous avons vu des médecins affectés à temps plein auprès d'officines de la police judiciaire, et nous savons que des philosophes et des prêtres, dans les centres de regroupement ou d'internement, assument la mission de laver les cerveaux, de pénétrer les âmes, de rendre l'homme algérien méconnaissable. Or, nous allons voir que la minorité européenne d'Algérie est loin d'être le bloc monolithique qu'on imagine. Le directeur du journal L'Écho d'Oran, M. Lafont, en déclarant dernièrement qu'Alger ne représente pas l'Algérie, manifeste précisément le désir qu'éprouvent certains Européens de prendre des distances à l'égard de l'état-major colonialiste d'Alger. À l'extrême, d'ailleurs, il faudrait dire que la rue Michelet, la rue d'Isly et quelques cafés de Bab el-Oued ne représentent pas l'Algérie. En avril 1953, au comité directeur du mouvement de triomphe des libertés démocratiques, la décision est prise d'entrer en contact avec le peuplement européen et de provoquer des échanges de vues avec les principaux groupes et intérêts constitutifs de la minorité européenne. L'Union démocratique du manifeste algérien, également, dans ses textes doctrinaux, rappelle constamment à ses militants la nécessité stratégique et politique de ne pas rejeter tous les Européens du côté colonialiste. Signalons que plusieurs Européens sont à cette époque membres de l'UDMA. De telles positions devaient rapidement être payantes. Dans les villes, les rencontres entre Algériens musulmans et Algériens européens se multiplient. Ces rencontres n'ont rien de commun avec les farces franco-musulmanes des autorités colonialistes. Il n'y a ni méchoui, ni exotisme, ni paternalisme, ni humilité. Des hommes et des femmes discutent de leur avenir, évoquent les dangers qui pèsent sur leur pays. Des groupes de jeunes se réunissent à cette époque et des sorties sont organisées. Des associations de jeunes filles se découvrent et commencent à travailler de concert. Les bases psychologiques de rencontres humaines et réellement démocratiques sont définitivement jetées à cette époque. Démocrates et anticolonialistes européens, connus ou supposés, sont touchés par des responsables. La question algérienne est étudiée sous tous ses aspects et très souvent, ce sont des Européens qui, après un exposé complet de la situation coloniale, s'étonnent que l'Algérie n'ait pas encore tiré les conclusions des échecs politiques. Très souvent, ces Européens débouchent sur la nécessité d'une action armée, seule capable de sortir l'Algérie de sa situation désespérée. On a souvent prétendu que le FLN ne faisait aucune discrimination entre les différents membres de la société européenne d'Algérie. Ceux qui profitèrent de telles accusations ignorent, et la politique depuis longtemps définie par le Front à l'égard des Européens d'Algérie, et l'appui constant qu'apportent à nos unités ou à nos cellules politiques des centaines et des centaines d'Européens et d'Européennes. Ce que nous avons dit, c'est que le peuple algérien, de manière spontanée, perçoit le système oppressif par l'importance du peuplement européen et surtout par le silence et l'inactivité des démocrates français en Algérie, eu égard à la violence affirmée et souveraine des colonialistes. Toute chose égale, on peut dire des démocrates européens d'Algérie ce que l'on n'a cessé de répéter des partis de gauche français. Pendant longtemps, l'histoire se fait sans eux. Ils n'ont pas su empêcher l'envoi de contingents en Algérie, ni la manipulation de Guy Mollet, ni Lacoste, ni le 13 mai. Pourtant, leur existence accule à la défensive les néofascistes d'Algérie et de France. La gauche n'a rien fait depuis longtemps en France, mais par son action, ses dénonciations et ses analyses, elle a empêché un certain nombre de choses. Les démocrates européens d'Algérie, dans le cadre de la guerre d'Algérie, ne pouvaient pas, dans l'ensemble, réagir comme leurs homologues habitant la France. La démocratie en France, traditionnellement, vit au grand jour. En Algérie, démocratie au départ et trahison. Un Claude Bourdet, un Doménac, un Pierre Cot pouvaient publiquement se démarquer de la politique du gouvernement de leur pays. Anciens résistants, ayant de tout temps consacré leur vie à la défense et au triomphe de certains principes, ils n'ont connu aucune hésitation.
Et les menaces, quand elles viennent, les trouvent absolument fermes. Mais il faut insister sur le fait que dans le cadre de l'Hexagone français, les traditions démocratiques sont relativement conservées. La France, pays impérialiste, recèle de grandes potentialités racistes, on le voit mieux depuis 2 ans, mais spontanément entre Français, il y a des réflexes qui jouent. D'où la liberté relative qui est laissée aux opposants, de moins en moins d'ailleurs, mais c'est que la France commence à être colonisée par les activistes d'Algérie, d'où aussi l'espèce de révolte qui éclate dans l'opinion française à chaque révélation faite sur les tortures en Algérie. À cause de leurs propres contradictions, de la puissance et du radicalisme des partis réactionnaires, les forces de gauche en France n'ont pu jusqu'à ce jour imposer la négociation. Mais incontestablement, elles contraignent sans arrêt les ultras à se démasquer, donc à adopter progressivement les positions qui précipitent leur défaite. En Algérie, les forces de gauche n'existent pas. Il est impensable que des démocrates européens militent réellement en Algérie en dehors du Parti communiste algérien. On sait que le même PCA, pendant longtemps, s'est cantonné dans une réforme type Union française et que de longs mois après le 1er novembre 1954, les communistes algériens ont dénoncé les terroristes provocateurs, en d'autres termes le FLN. Les démocrates européens d'Algérie, depuis toujours, vivent plus ou moins à l'état clandestin. Noyés dans la masse européenne, ils vivent dans un ensemble de valeurs que leurs principes rejettent et condamnent. Le démocrate européen est sur ses gardes, il a des contacts avec les Algériens, mais en cachette. Dans la colonie européenne, on l'appelle d'ailleurs l'arabe. Tous ces phénomènes sont fort connus, et on les a retrouvés en Indochine, en Afrique noire, en Tunisie et au Maroc. Cet Européen démocrate, habitué à des contacts semi-clandestins avec les Algériens, apprend sans le savoir les lois de l'action révolutionnaire. Et lorsque ceux qu'il avait coutume de recevoir lui diront d'héberger un ami, de trouver des médicaments ou de transporter un colis, aucune difficulté en règle générale ne se fera jour. Insistant sur le point que jamais un membre du Front n'a trompé un démocrate français d'Algérie, il ne pouvait être question de faire courir le moindre risque à un homme ou à une femme qui avait depuis toujours notre estime, sans les prévenir. Les décisions d'aider le FLN étaient prises en toute clarté, en toute responsabilité. On n'a jamais trompé un démocrate français. Quelquefois, surtout dans les périodes suraiguës de 1957, il arrivait à un démocrate de reculer et de refuser, désespéré, le service demandé, mais jamais il n'eut tentative de tromper ou d'exploiter la sincérité et la bienveillance des Européens. Il faudrait peut-être ajouter que, souvent, l'Européen déclare ne pas vouloir connaître les détails de l'affaire à propos de laquelle sa collaboration est sollicitée, mais la direction est intraitable. Le FLN voulait des responsables, non des gens qui, au moindre accroc, s'écroulent et affirment qu'ils ont été trompés. Les Européennes et les Européens, arrêtés et torturés par les services de police et les parachutistes français, par leur attitude sous les sévices, ont précisément montré la justesse de cette position du FLN. Pas un Français vraiment qui ait révélé aux policiers colonialistes des choses capitales pour la Révolution. Au contraire, les Européens arrêtés résistaient suffisamment pour permettre aux membres du réseau de disparaître. Le torturé européen s'est comporté comme un authentique militant dans le combat national pour l'indépendance. Le FLN, depuis 5 ans, n'a pas estimé nécessaire d'insister sur la participation des Européens d'Algérie à la lutte libératrice. Ce silence s'explique par le souci de ne pas brandir le cas de ces Européens, de ne pas différencier leur action de celle de n'importe quel Algérien. Le FLN n'a pas voulu en faire, au sein de la Révolution, des Européens de service, à l'instar de l'Algérie coloniale où rituellement étaient retrouvés, dans tout comité, le musulman et le juif de service. Il y a bien sûr des criminels de guerre, tous ces tortionnaires refoulés de Saïgon, de Tunis, de Meknès, et qui aujourd'hui à Alger ou à Mascara, avant la fin du règne colonial qu'ils sentent proche, font couler le plus possible de sang d'hommes colonisés. Ceux-là ne sont de nulle part. Maintenant de l'empire colonial français est agité par ces derniers soubresauts, les Français gagneraient à les identifier. S'ils retournent en France, ces hommes devront être surveillés. Les chacals ne se nourrissent pas de lait du jour au lendemain. Le goût du sang et du crime est tenacement installé au centre même de ces créatures qui, il faut tout de même le dire, relèvent exclusivement des aliénistes. Il y a aussi les quelques centaines de colonialistes européens, puissants, intraitables, ceux qui de tout temps ont suscité les répressions, brisé les démocrates français, bloqué dans le cadre colonial toute tentative d'introduire un minimum de démocratie en Algérie. Le peuple algérien n'a pas à renouveler sa position à l'égard de ces hommes qui ont considéré l'Algérie et les Algériens comme une chasse gardée. Le peuple les a exclus de la nation algérienne et ils ne doivent pas espérer être récupérés. Nous allons montrer maintenant, dans le détail, que la minorité européenne s'est depuis plusieurs années morcelée et que des groupes importants d'Algériens non arabes sympathisent avec la cause algérienne, collaborent activement à la lutte, tandis que d'autres, officiellement, militent dans les rangs de la révolution algérienne.
Les Juifs d'Algérie. Les Juifs algériens représentent le cinquième de la population non musulmane d'Algérie. Le comportement face à la lutte du peuple algérien n'est évidemment pas univoque. L'analyse socio-économique explique d'ailleurs parfaitement les différentes attitudes adoptées par les membres de la communauté juive. Un premier contingent de juifs a très fortement lié son sort à celui de la domination coloniale. Les commerçants juifs, par exemple, protégés de la concurrence des Algériens par leur statut de Français, ne verraient pas sans déplaisir l'installation d'une autorité nationale algérienne et la disparition des régimes préférentiels. Les banques, en effet, font d'énormes difficultés pour prêter aux commerçants algériens et très souvent bloquent leurs transactions et collaborent ainsi activement à leur faillite, ou en tout cas limitent l'expansion de leur affaire et lui enlèvent par conséquent son caractère dangereux pour les autres commerçants. Dans chaque grande ville d'Algérie, cependant, on peut citer un ou deux Algériens qui, à force de ténacité et d'intelligence commerciale, sont arrivés à déjouer les manœuvres et à représenter une menace pour la prééminence des commerçants juifs. Si jamais ils ont l'indépendance, avouent ces commerçants, il est sûr qu'ils prendront notre place. Au niveau donc de la concurrence économique, il y a la crainte chez le commerçant juif que l'égalité devant la compétition instaurée par un pouvoir algérien ne lui soit préjudiciable. Cette crainte est loin d'être la caractéristique des commerçants juifs, on la retrouve chez les commerçants européens de toute origine, de toute importance. La fin du régime colonial est vécue comme une fin du bon temps. Il faut d'ailleurs signaler qu'une telle disposition d'esprit n'est pas retrouvée à tous les niveaux et dans toutes les régions. En effet, dans les agglomérations où le commerçant juif entretient des contacts étroits avec la population algérienne et où l'indépendance économique est presque explicitée, il y a confusion des intérêts. Dans ces agglomérations, les commerçants juifs assurent l'approvisionnement de l'ALN en vêtements militaires, en couvertures, etc. On n'ignore pas que depuis 1954, plusieurs commerçants juifs ont été arrêtés pour complicité avec la révolution algérienne. Les fonctionnaires juifs, pratiquement les seuls cadres administratifs recrutés localement, les Européens d'Algérie sont colons ou exercent des professions libérales, imaginent eux aussi avec effroi la naissance d'un État algérien. Ils devinent aisément que la liberté reconnue à tout Algérien d'être scolarisé et éventuellement boursier, la disparition de l'ostracisme et du numerus clausus, introduirait de brutales modifications dans leurs privilèges. On se souvient du mécontentement exprimé par les fonctionnaires européens d'Algérie lorsque, en signe de conscience, les autorités françaises agitèrent le spectre de l'ascension des musulmans à la fonction publique. Cet état d'esprit, quoique fréquent en Algérie, n'est pas exclusif de positions absolument opposées. Nous connaissons des officiers de police juifs qui, surtout en 1955-1956, ont retardé l'arrestation des patriotes décidés pourtant en haut lieu, leur permettant ainsi bien souvent de disparaître. Enfin, l'Algérie coloniale étant un pays éminemment raciste, on y trouve les différents mécanismes de la psychologie raciste. C'est ainsi que le juif, méprisé et mis à l'écart par l'Européen, est tout heureux dans certaines occasions de faire corps avec ceux qui l'humilient pour humilier à son tour l'Algérien, mais il est très rare, sauf dans la région de Constantine, où les juifs pauvres et nombreux prospèrent à l'ombre du règne colonial, de voir des juifs, en plein jour, affirmer leur appartenance au groupe ultra d'Algérie. À côté des deux grandes catégories de commerçants et de fonctionnaires juifs, il y a la masse imposante, arabisée à l'extrême, parlant mal le français, flottante, mais se considérant par les traditions et quelquefois par l'habillement comme d'authentiques indigènes. Cette masse représente les trois quarts de la population juive algérienne. Ce sont sur le territoire algérien les homologues des juifs tunisiens de Djerba ou des Mélas marocains. On voit donc que la fraction de la minorité juive engagée activement dans les rangs du colonialisme est relativement peu importante. Abordons maintenant le cas des Juifs algériens participant à la lutte de libération nationale. Au moment où les autorités françaises décident la création de milices urbaines et rurales, les citoyens juifs désirent savoir quelle attitude adopter devant cette mobilisation. Quelques-unes n'hésitent pas à proposer au FLN de ne pas répondre à l'ordre de réquisition et de rejoindre le maquis dans le cadre de leur profession au sein du dispositif ennemi d'être les yeux et les oreilles de la révolution. Leur présence au sein des milices rend également des services à la lutte. C'est ainsi que les membres d'une patrouille avisent les responsables de l'importance des unités, de leur armement, du circuit qui doit être emprunté, des heures de ronde. De même, les responsables sont souvent tenus au courant des opérations de représailles organisées contre telle ou telle douar. C'est ainsi qu'un Européen d'Algérie qui, avec son unité, a participé activement au massacre des civils algériens et quelques jours après l'objet d'un attentat de la part des Fidaïn. Pour la population européenne ignorant les événements qui ont déterminé la décision de la cellule locale du FLN, l'attentat paraît injuste et inexcusable. Mais pour les différents membres de la milice qui ont en mémoire les cris des assassinés du Douar et ceux des femmes violées, la raison de ce geste est claire.
L'évidence d'une justice populaire se manifeste avec une particulière solidité. L'observateur au courant du détail des événements peut alors voir, dans les jours qui suivent l'attentat, plusieurs miliciens fonctionnaires demander leur mutation ou littéralement se réfugier à Alger. D'autres fois, les Juifs participent financièrement à la lutte et chaque mois versent par personne interposée, comme cela est classique, la somme imposée. Il est bon que les Français sachent ces choses. Les autorités françaises, elles, ne l'ignorent pas. Il est bon que les Juifs le sachent aussi, car il n'est pas vrai que le Juif soit avec le colonialisme et que le peuple algérien le rejette dans le camp des oppresseurs. Le peuple algérien n'a pas, à vrai dire, attendu 1959 pour préciser sa position à l'égard des Juifs. Voici d'ailleurs un passage de l'appel lancé sous forme de tract aux Juifs d'Algérie, au moment les plus difficiles de la Révolution, c'est-à-dire en automne 1956. Le peuple algérien considère qu'il est aujourd'hui de son devoir de s'adresser directement à la communauté israélite pour lui demander d'affirmer d'une façon solennelle son appartenance à la nation algérienne. Ce choix clairement affirmé dissipera tous les malentendus et extirpera les germes de la haine entretenue par le colonialisme français. Déjà, dans la plateforme, publiée en août 1956, le FLN déclarait à propos de la minorité juive: les Algériens d'origine juive n'ont pas encore surmonté leurs troubles de conscience, ni choisi de quel côté se diriger. Espérons qu'ils suivront en grand nombre le chemin de ceux qui ont répondu à l'appel de la patrie généreuse, donné leur amitié à la Révolution en revendiquant déjà, avec fierté, leur nationalité algérienne. Les intellectuels juifs ont spontanément, soit dans les partis démocratiques et traditionnellement anticolonialistes, soit dans les groupes libéraux, manifesté leur soutien à la cause algérienne. Aujourd'hui encore, les avocats ou les médecins juifs qui partagent dans le camp ou en prison le sort de millions d'Algériens attestent la réalité multiraciale de la nation algérienne. Des prises de position officielles se sont également manifestées dans la population juive d'Algérie. En août 1956, un groupe de juifs de Constantine écrivait: une des manœuvres les plus pernicieuses du colonialisme en Algérie fut et reste la division entre juifs et musulmans. Les juifs sont en Algérie depuis plus de 2000 ans, ils font donc partie intégrante du peuple algérien. Musulmans et juifs, fils d'une même terre, n'ont pas à tomber dans le piège de la provocation. En revanche, ils se doivent de faire front contre elle. Ne pas se laisser duper par ceux qui, il n'y a pas si longtemps, envisageaient avec désinvolture l'anéantissement total des Juifs comme une étape salutaire de l'évolution de l'humanité. En janvier 1957, répondant à l'appel du front, un cartel de Juifs algériens écrivait: aujourd'hui, il est temps que nous revenions à la communauté algérienne. L'attachement à une citoyenneté française artificielle est un leurre lorsque s'élabore à grands pas la jeune et puissante nation algérienne moderne. Des Juifs ont rejoint les rangs des Algériens luttant pour l'indépendance nationale. Certains ont payé de leur vie, d'autres ont supporté avec courage les sévices policiers les plus immondes. Nous savons aussi que dans la lutte commune, musulmans et juifs se sont découverts frères de race et qu'ils éprouvent un attachement profond et définitif pour la patrie algérienne. En proclamant notre attachement à la nation algérienne, nous faisons disparaître le prétexte dont les colonialistes se servent en faisant croire au peuple français que la révolte ici n'est que le fait d'un fanatisme médiéval pour prolonger leur domination. Les colons d'Algérie. Un autre mythe à détruire est celui des colons d'Algérie, présentés de façon indifférenciée comme opposés à la fin de la domination coloniale. Là encore, le colonialisme français doit savoir que l'appui le plus important apporté par les Européens d'Algérie à la lutte du peuple a été et demeure celui des colons. Il n'y a pas jusqu'aux Algériens qui n'aient été étonnés de la fréquence avec laquelle les colons ont répondu aux sollicitations du FLN. En tout cas, jamais un colon contacté n'a avisé les autorités françaises. Il est arrivé qu'il refuse, mais le secret fut toujours gardé. Dans les campagnes, dès les premiers mois de 1955, les petits colons, les fermiers, les gérants sont tour à tour touchés. Évidemment, sont évités systématiquement les ultra connus. En général, surtout dans les petites et moyennes agglomérations, les hommes se connaissent, et pour sa part, l'Algérien a mis de tout temps une étiquette à chaque Européen. Lorsqu'une cellule du FLN décide de contacter les Européens de la région, les membres savent immédiatement ce qu'il faut automatiquement exclure de la consultation. Ils connaissent aussi, quoiqu'avec moins de certitude, ceux qui probablement apporteront leur aide à la révolution. Très souvent, surtout dans les petits centres ruraux, seul un membre de la cellule est chargé des relations avec les Européens. On conçoit aisément la vigilance qu'il faut exercer dans les premiers mois de la lutte pour empêcher les initiatives malheureuses des militants encore mal encadrés. Nous avons vu en effet que la minorité européenne est dans le cadre de la situation coloniale perçue en bloc. Le 1er novembre 1954, il y a donc simplification exacerbée. Le monde accuse soudain et fortement ses reliefs et ses antinomies.
Le colon qui aide la révolution peut être amené, en public, au café ou dans une conversation, pour bien manifester aux autres Européens sa solidarité, à faire écho aux propos colonialistes. Avec eux, seule la force compte, ils sont tous dans le coup, etc. Le peuple, qui a des antennes, apprend que ces propos ont été tenus et une évidence nouvelle prend corps dans le village. Ce colon est unanimement désigné au coup des fidaïns. Il faut donc intervenir en souplesse, interdire tout geste d'hostilité sur la personne ou contre les biens de ce colon, et en même temps ne pas laisser supposer les raisons de ces consignes. Quelquefois, la décision peut être prise de brûler quelques meules chez un colon qui, dans une région par ailleurs rasée par le FLN, n'a paradoxalement subi aucun dommage. Les Européens colonialistes, victimes des actions du FLN, en arrivent à s'interroger en effet sur les motifs de ce respect institué du front pour les terres de ce colon. Signalons aussi que dans certaines agglomérations, nous avons la preuve d'incendies ou de meurtres en série de bétail exécutés par des voisins européens, jaloux de la protection dont semble jouir un colon, eu égard aux raids quasi quotidiens effectués par les unités de l'ALN sur leurs propriétés. À partir de 1955, de nombreuses fermes appartenant à des colons européens servent tour à tour d'infirmerie, de refuge, de relais, lorsque les troupes françaises prennent l'habitude, au cours des razzias, de détruire systématiquement les réserves en grains de population algérienne. La LN décide de stocker ses approvisionnements dans les fermes des Européens. C'est ainsi que plusieurs exploitations agricoles appartenant à des Européens se transforment en véritables greniers de l'ALN, et le soir venu, on peut voir les sections des unités de l'ALN descendre des montagnes et prendre livraison de sacs de blé ou de semoule. Une autre fois, ce sont des armes qui sont entreposées dans les fermes. C'est la période au cours de laquelle, d'une zone à l'autre, des réunions se tiennent dans l'enceinte d'une ferme européenne. Des livraisons d'armes s'effectuent sous la protection sacrée du colon européen. Il arrive également que des colons acceptent les armes qui leur sont délivrées par l'armée française sous le couvert d'autoprotection et cèdent à la LN celles qu'ils avaient antérieurement. Enfin, depuis le début de la Révolution, il est constant qu'un grand nombre d'agriculteurs européens aident financièrement la révolution algérienne. Les dizaines de colons européens arrêtés pour trafic d'armes, transport d'armes, soutien matériel à la rébellion suffisent à montrer l'importance de cette participation européenne à la lutte de libération nationale. Les autorités françaises ont pris l'habitude, quand elles découvrent cet engagement des Européens aux côtés du Front de la Terre, ou de faire de ces Européens des communistes. Cet artifice de propagande vise deux objectifs. D'abord, réamorcer la thèse de l'infiltration communiste en Afrique du Nord, dans les dispositifs de l'OTAN, au cœur de la civilisation occidentale. Ensuite, discréditer ces hommes, les présenter comme des agents de l'étranger, voire des mercenaires. Le colonialisme français refuse en effet d'admettre qu'un Européen bien constitué puisse véritablement se battre aux côtés du peuple algérien. Les fermiers européens, sans s'engager dans le combat, aident le front en refusant par exemple la protection que leur propose l'armée française. Ces refus sont quelquefois importants car les fermes se trouvent dans une région stratégique capitale, voire de passage entre deux montagnes, limites frontalières. L'absence d'implantation des forces colonialistes favorise le mouvement des unités de l'ALN ou l'approvisionnement des moudjahidines. Il arrive parfois que l'armée française décide, dans le cadre du contrôle d'un secteur, de s'installer dans une ferme malgré l'opposition du colon. Les propriétaires ne manquent alors jamais de prévenir le front que cette implantation militaire se fait sans son accord et qu'il n'a demandé à personne d'être protégé. Tous les efforts sont d'ailleurs faits par le colon en question pour rendre aux militaires français la vie impossible et, en tout cas, pour faire parvenir aux responsables locaux du FLN des renseignements précis sur l'importance et le moral de l'unité installée à la ferme. Les Européens dans les villes. Dans les agglomérations urbaines, les Européens d'Algérie vont essentiellement travailler au sein des cellules politiques. Avec les mesures prises par les ministres français Soustelle et Lacoste, nous avons vu un embargo radical frapper les produits pharmaceutiques et les instruments chirurgicaux. Nous avons également signalé que les directives adressées aux médecins leur faisaient une obligation de dénoncer aux autorités de police tout blessé suspect. Des médecins et des pharmaciens européens prennent alors l'habitude, les uns de soigner sans discrimination les blessés de la l'ALN, les autres de délivrer les antibiotiques et les terres réclamés par les militants du FLN. Des centaines de millions d'unités de pénicilline vont quotidiennement prendre la direction des maquis. D'autres médecins s'engagent plus avant et acceptent sans réticence de se rendre dans les montagnes environnantes pour soigner les blessés. Quelquefois, devant la gravité de la blessure, ils embarquent le moudjahid dans leur voiture, le conduisent dans une clinique amie et le soignent pendant 1 ou 2 semaines. Les policiers français sont arrivés à savoir ces choses puisqu'à partir d'une certaine période, on perquisitionne régulièrement certaines cliniques. Les infirmières et les infirmiers européens
vont de leur côté soustraire aux hôpitaux des instruments chirurgicaux, des sulfamides, des bandes. D'autres fois, après une intervention chirurgicale pratiquée par des médecins français sur un prisonnier blessé, à la phase du réveil, l'opéré encore sous l'effet de l'anesthésie dévoile certains secrets. L'infirmière, lorsque le blessé est entièrement réveillé, lui conseille de faire attention et lui raconte ses révélations. Par contre, il arrive que l'interne en médecine présent dans la salle téléphone immédiatement aux policiers qui entreprennent alors, 2 heures après une intervention grave, de véritables séances de torture. Des médecins européens organisent également des cours clandestins à l'intention des futurs infirmiers de l'ALN. Plusieurs promotions d'auxiliaires médicaux sortent ainsi de ces écoles et rejoignent celles formées dans les centres homologues dirigés par les médecins algériens. Les jeunes filles européennes se mettent à la disposition d'une cellule politique et procurent le papier, les ronéos et très souvent se chargent de l'impression des tracts du FLN. Des jeunes gens assurent dans leur voiture le transport des membres d'un réseau. Des familles européennes prennent en charge des responsables politiques importants et leur permettent à plusieurs reprises d'échapper au ratissage du général Massu. Des hommes politiques européens, des fonctionnaires d'autorité, procurent aux cellules du FLN des passeports, de fausses cartes d'identité, de fausses cartes d'emploi. C'est également à l'engagement d'un nombre de plus en plus grand d'Européens d'Algérie que l'organisation révolutionnaire a pu, dans certaines villes, échapper aux policiers et aux parachutistes. On sait que de nombreux Européens ont été arrêtés et torturés pour avoir hébergé et soustrait aux meutes colonialistes des responsables politiques ou militaires de la Révolution. Dans leur voiture, les Européens ne se contentent pas de transporter des médicaments et des hommes, ils transportent aussi des armes, pistolets mitrailleurs, caisses de grenades peuvent aussi ainsi franchir tous les barrages, les Européens n'étant jamais fouillés. Il est même arrivé que des voitures d'Européens soient fouillées et que l'Européen, pour éviter d'être inquiété, motive la présence de ces armes par un désir d'être prêt à casser les reins aux Arabes. Une telle position enthousiasme le service d'ordre chargé du contrôle routier et très souvent le bistrot le plus proche accueille cette fraternité anti-indigène. Enfin, chose inattendue, mais qui s'est renouvelée plusieurs fois, des policiers renseignent la cellule locale sur les opérations futures, préviennent tel ou tel Algérien qu'il est pisté ou, à la dernière minute, l'avisent qu'un prisonnier torturé a parlé et l'a désigné comme étant responsable local. En dehors des Européens arrêtés et souvent affreusement torturés par les troupes françaises pour complicité avec l'ennemi, il existe évidemment en Algérie un grand nombre de Français engagés dans la lutte de libération. D'autres ont payé de leur vie leur fidélité à la cause nationale algérienne. C'est ainsi, pour prendre un exemple, que Maître Tuveni, avocat d'Oran qui militait depuis longtemps dans les rangs du FLN, devait mourir à la suite d'un attentat organisé au Maroc par le deuxième bureau français. Témoignage de Charles Géromini, ancien interne de l'hôpital psychiatrique de Sainte-Anne à Paris. L'expérience personnelle que je rapporte, la prise de conscience nationale algérienne d'un Européen d'Algérie, n'a rien d'exceptionnel. D'autres l'ont fait avant moi. Il me semble cependant intéressant de montrer comment des étudiants européens, sans passer de militants, professant simplement au départ des idées de gauche, ont finalement choisi dans cette guerre d'être algériens. Certes, bien on peut être jusqu'au bout de leurs idées et on rejoint le FLN, on ne doit pas leur en tenir rigueur. Je sais par expérience combien cette attitude radicale peut être déchirante. Je voudrais simplement insister sur ce fait trop souvent négligé. Au cours de la Révolution, des Européens d'Algérie ont pris conscience de leur appartenance à la nation algérienne. S'ils ne sont pas majoritaires, ils sont cependant plus nombreux qu'on ne le croit actuellement en Algérie ou dans le monde. Ils ne peuvent pas s'exprimer. C'est un peu en leur nom que je parle ici. Éclatant le 1er novembre 1954, la révolution algérienne allait révéler brutalement notre ambiguïté. Nous avions pris position pour le droit du peuple vietnamien, pour le droit du peuple tunisien, prise de position gratuite d'ailleurs, l'absence totale de vie politique dans notre communauté ne laissant pas de place à des attitudes concrètes. Quant au droit du peuple algérien, il n'en était pas question et nous nous réfugions dans l'attitude confortable de négation magique du problème. La ségrégation de la vie politique en 2 collèges nous y incitait. Pour le deuxième collège, les problèmes algériens. Pour le premier collège, les problèmes français, et nous discutions et prenions position sur la CED, sur le rôle du PCF dans le Parlement. Même les problèmes coloniaux étaient abordés selon une optique française. Cette absence de curiosité à l'égard des problèmes brûlants de notre pays, il faut en voir l'origine dans le racisme inconscient que nous portions tous, inoculés par 20 ans de vie coloniale. Étant de gauche, nous avions certes surmonté le racisme agressif du colonialisme, mais nous étions mal débarrassés du paternalisme. Ce ne fut pas un des moindres bouleversements emportés en nous que de nous faire sentir que nous étions encore racistes. Et dès le début,
Les colonialistes nous attaquaient, nous demandaient brutalement de choisir, d'être pour ou contre les félagas, d'être pour la France ou pour l'anti-France. Notre attitude fut d'abord et encore une attitude magique. Refusant de prendre position sur le problème, nous nous sommes précipités, réfugiés dans les protestations contre les brutalités de la répression. Un comité d'étudiants pour la défense des libertés s'était constitué. Je décidai d'y participer. C'est au sein de ce comité que je pus avoir pour la première fois des discussions politiques avec des Algériens. Jusqu'à présent, je n'avais jamais eu de telles conversations, même avec mes meilleurs amis musulmans. Un accord tacite semblait être conclu. Nous admettions des sentiments nationalistes chez nos amis musulmans, mais nous n'en parlions jamais pour ne pas rompre ces liens d'amitié dont nous devinions la fragilité. Dans ce comité d'étudiants, les relations entre les musulmans et nous furent au début assez ambiguës. Ils voulaient donner à l'action du comité une dimension politique, nous prétendions rester sur le plan humanitaire. Après avoir voté quelques vagues motions condamnant la répression, il nous fut proposé un geste concret. Un étudiant arrêté à Paris avait été transféré à Tizi Ouzou, son dossier était vide. Il fut décidé qu'une délégation irait lui porter un colis et remettrait une lettre de protestation au procureur. Je fus volontaire. Le bicollégisme étant de rigueur, la délégation comprenait 3 musulmans et 3 Européens, 2 Israélites et moi. Au cours du voyage, la conversation fit apparaître bien des points communs entre nos camarades musulmans et nous, un amour commun du pays, une volonté identique de la transformer, de l'enrichir, un même désir de le voir débarrassé de tout racisme, de tout colonialisme, mais nous divergions à l'égard de la rébellion. Pour ma part, je la considérais comme compréhensible, comme un excès rendu possible par les excès du colonialisme, mais je refusais toute valeur à la violence. Mes camarades musulmans n'étaient pas d'accord sur ce point, et nous eûmes une longue discussion à ce sujet. Ils approuvèrent entièrement une profession de foi patriotique, lyrique et passionnée que T, un juif, nous fit au cours du repas. Je fus très ébranlé par cette profession de foi. C'est sans doute ce qu'il fallait pour m'inciter à réfléchir sur mon appartenance à la nation algérienne. J'avais encore trop de racisme inconscient anti-arabe pour être convaincu par un Algérien musulman. Il fallut le discours de ce juif algérien pour m'ébranler. À Tizi Ouzou, nous pûmes à peine voir l'avocat de notre camarade. Nous fûmes ensuite interpellés par la police. On nous interrogea séparément. À un moment, nous vîmes sortir des bureaux un camarade musulman très pâle, soutenu par 2 gendarmes. Nous avons cru d'abord qu'il avait été maltraité. Il n'en était rien. Il avait simplement été menacé de représailles sur sa famille à cause de son frère, Omaki est recherché par la police. Il s'appelait Ben Midi. Son frère était Lardi Ben Midi, commandant de la WAIA 6, membre du CCE, depuis arrêté et assassiné par les troupes françaises. Je fus interrogé le dernier. Le commissaire entreprit de me faire la morale. Vous êtes le seul Français de la bande. Je l'interrompis en lui rappelant les propos du gouvernement. L'Algérie, c'est la France. Les Algériens sont français. Vous êtes de France, bien sûr. Non, je suis né à Alger. Ah, vous ne connaissez pas les vrais Arabes de la campagne. J'ai habité 8 ans à Orléansville. Écoutez, vous êtes jeune, vous vous êtes laissé embarquer. Plus tard, vous comprendrez. On ne nous relâcha que vers 20 heures, après nous avoir fait passer au service anthropométrique. Pour protester contre cette atteinte aux libertés, notre comité étudiant organisa une manifestation publique dans une petite salle. 300 étudiants, presque tous européens, furent réunis sous la présidence de 2 professeurs de la faculté. Un texte fut voté condamnant les excès de la répression, demandant le rétablissement des libertés démocratiques. Quelques jours plus tard, avec H, je représentais notre comité à une réunion qui devait préparer un grand meeting de protestation. Pour la première fois, je fus mis en contact avec des responsables politiques musulmans. Il s'agissait de conseillers municipaux du MTLD. Je fus frappé par leur conscience et leur modération. À la première réunion, des discussions eurent lieu à propos de la date du 8 mai choisie pour le meeting. Bien que choisie uniquement pour des raisons pratiques, certains Européens du comité pensaient que le choix de cet anniversaire aurait l'air d'une provocation consciente. Les élus du MTLD acceptèrent de changer la date, mais H protesta violemment. Il n'avait pas demandé que la réunion se tienne le 8 mai, mais puisque certains semblaient accorder à cet anniversaire une certaine importance, lui en attachait une plus grande. Le 8 mai est un jour de deuil pour nous, Algériens. Manifester le 8 mai, c'est dire aux colonialistes que nous n'avons pas oublié, que nous n'oublierons jamais. Ces propos choquèrent quelque peu les Européens. Il y eut un certain malaise. Les Européens, une fois de plus, refusant de voir en face la réalité politique et voulant se limiter au cadre strict de la légalité républicaine. Finalement, le meeting fut interdit. Avec le 3e trimestre vint la préparation des examens, et la défense des libertés démocratiques fut mise en veilleuse. Je continuais à avoir des discussions avec mes amis musulmans.
Peu à peu, je comprenais le sens de la lutte armée, sa nécessité, mais j'émettais des doutes sur la valeur de l'action armée en cours. Sans autre source d'information que la presse locale, nous étions soumis quotidiennement à la propagande colonialiste qui nous présentait les félagas comme des extrémistes, des bandits de grand chemin. Nous acceptions partiellement ces propositions, mais il est vrai que les horreurs de la répression équilibraient parfaitement les horreurs des maquisards. Entre les deux, nous cherchions une troisième force. Je pensais à l'époque que cela était possible et qu'il fallait trouver en Algérie une opinion libérale capable de se joindre à l'opinion libérale française et d'imposer une solution fondée sur la reconnaissance du droit du peuple à disposer de lui-même. Les discussions, de moins en moins fréquentes, que j'avais avec les membres de ma famille ou avec mes amis traditionnels, me décourageaient. Sous l'influence des événements, le racisme s'était cristallisé et il était impossible d'obtenir de mes interlocuteurs une attitude de réflexion sans passion, une approche intellectuelle du problème. Une litanie d'injures faisait vite place aux arguments. Un traître, salaud, pro-arabe, communiste, anti-français, et surtout l'injure suprême, mendéciste. Je n'avais jamais vu d'homme aussi haï que Mendès France, sauf Soustelle, mendéciste et juif notoire qui trahissait la France en voulant donner l'Algérie aux Arabes. Mais sous ces propos racistes, il était facile de deviner une anxiété profonde, la peur d'être chassé du pays. Qu'allons-nous devenir était une phrase qui revenait souvent quand les événements étaient invoqués. Crispés dans leur anxiété, ils étaient incapables d'imaginer d'autres solutions que le maintien du statu quo. Pouvoir rester en Algérie est en effet la préoccupation majeure des Français d'Algérie. Partir, et partir n'importe où, France, Canada ou Brésil, comme certains l'envisageaient, c'est pour nous nous expatrier. Je n'arrivais à calmer mes interlocuteurs que lorsque j'avouais que je partageais leurs craintes et que c'est justement pour rester en Algérie que j'étais partisan de la négociation. Convenons une bonne fois pour toutes, disais-je, que l'Algérie, ce n'est pas la France, avouons-le publiquement puisque nous le pensons tous. Vous reconnaissez qu'il y eut des erreurs politiques et des abus sociaux en Algérie, reconnaissons-le et discutons avec les Algériens sur le statut futur. On m'écoutait avec la pitié due à qui a perdu l'esprit, penser qu'on peut s'entendre avec des Arabes. Discussion après discussion, lecture après lecture, je commençais à voir clair. Se battre pour l'humanisation de la répression ne servait à rien. Il fallait se battre pour imposer une solution politique, mais laquelle? Il me devint vite évident que pour promouvoir au moins un embryon de révolution sociale en Algérie, il fallait trancher les liens coloniaux avec la France. L'Algérie se trouve dans l'obligation pour vivre de promouvoir la révolution, et cette révolution passe par l'indépendance. Ainsi, je rejoignis l'idéal des Félagas, l'amour du pays, la volonté passionnée d'y vivre d'une part, mon idéal révolutionnaire, ou plus simplement de gauche, d'autre part, me portait vers le même but que les nationalistes musulmans. J'étais cependant trop conscient du chemin différent qui nous avait amenés à cette même exigence. L'indépendance, disais-je, oui, mais quelle indépendance? Devons-nous nous battre pour aider à la formation d'un État musulman théocratique, xénophobe et féodal? Qui peut prétendre que nous ayons notre place dans cette Algérie-là? Nous étions en juillet 1955, et jamais jusqu'à ce jour je n'avais lu un seul tract émanant, de qui d'ailleurs? On parlait du FLN, du MNA, on avait relâché les dirigeants de l'ex-MTLD, arrêtés en novembre, convaincus de leur non-participation à l'action. Qui était à la tête de la révolution? En dehors de l'indépendance, quels étaient les buts des révolutionnaires? État théocratique, réformiste, démocratique? T me répondait que cela était certes important, mais qu'en dernier ressort, c'était au peuple algérien à décider lui-même, qu'il fallait être avec le peuple, que c'était là le seul moyen d'infléchir la révolution nationale en révolution sociale. Membre du PCA, T regrettait que ces thèses ne soient pas acceptées au parti qui se réfugiait, à son grand regret, dans un attentisme coupable. Je vis beaucoup de T au cours de l'été 1955, et nous fûmes rapidement d'accord sur une action à promouvoir dans le milieu étudiant. À la rentrée, il nous parut important de cristalliser l'opinion libérale étudiante et par un travail d'information de la rendre perméable à l'idée d'indépendance et à notre intégration dans la nation algérienne. C'est à cette époque que je pris connaissance de mes premiers tracts du front. On m'avait auparavant expliqué à partir de la scission du MTLD son caractère démocratique. Je dois avouer que ces tracts furent pour moi un soulagement. La future Algérie démocratique et sociale qu'ils annonçaient était une cause pour laquelle on pouvait se battre. Les événements de Philippeville du 20 août survinrent alors. J'y attachai beaucoup d'importance et je les condamnai fermement, mais ils ne remirent pas en cause ma volonté d'aider la révolution. La dissolution du PCA, les restrictions toujours plus grandes des libertés publiques, l'irritation croissante des Européens, la montée du fascisme que nous suivions chez nos camarades étudiants nous confirmèrent dans notre idée.
Il fallait créer une force de gauche solide à la faculté, capable de s'opposer victorieusement à la poussée fasciste, créer un bulletin d'information pour faire prendre conscience aux étudiants européens d'abord, à une partie de la communauté ensuite. Pour ambitieux qu'il fût, ce programme n'était pas inutile. L'importance prise par les étudiants fascistes le 6 février et le 13 mai le montre bien. Il s'avéra malheureusement irréalisable. Dans le cadre de cette action, des contacts furent pris avec les différentes tendances des étudiants. T me demanda si j'étais d'accord pour rencontrer des étudiants nationalistes, tendance FLN. J'acceptai bien évidemment, et un jour nous rencontrâmes à l'hôpital El Qatar un étudiant en médecine, Lamine Ken. Le contact fut très cordial. Lamine fut sceptique quant aux résultats, mais il accepta de participer aux premières rencontres. Je pris ensuite contact avec des étudiants regroupés sous l'étiquette commode de progressistes et de mandouzistes. C, un des plus en vue, cachait mal son scepticisme et refusait de participer sous divers prétextes. Il nous apparut vite, à T et à moi, que C avait autre chose à faire qu'à jouer avec des étudiants. Après 2 ou 3 réunions, rien ne sortit de notre groupe, sinon quelques motions que nous n'arrivions ni à faire circuler, ni à faire paraître dans les journaux. L'espoir fut vite envolé de créer un bulletin et de diffuser nos idées au sein des étudiants. Il fut alors décidé de reconvertir notre action. On créa un groupe d'études qui devait travailler certaines questions d'ordre économique. Nous voulant algériens, il nous parut évident à tous que notre devoir était soit d'aller au maquis, soit de nous préparer sérieusement à être les futurs cadres du pays, nos qualités de combattants étant plus que douteuses, et comme nous n'étions pas des héros, la sagesse l'emporta sans mal. Mais nous étions prêts à aider le front s'il nous le demandait. Cependant, l'atmosphère à Alger s'alourdissait. L'indépendance du Maroc, la dissolution de l'Assemblée nationale firent naître une agitation qui alla croissant jusqu'au 6 février. Nous étions de plus en plus marqués et il nous arrivait d'être insultés dans la rue par des gens que nous ne connaissions pas. En revanche, les étudiants libéraux venaient de plus en plus nous demander des explications, se renseignant sur la Révolution, s'inquiétant de l'avenir du pays et demandant à prendre contact avec des étudiants musulmans. Nous entretenions avec ces derniers et avec l'UGEMA des relations sans méfiance, sans ambiguïté. Ils nous considéraient comme des Algériens. Des actions communes, même minimes, rené au thé et distribuer ensemble des tracts de l'UGMEA, assurer le service d'ordre au cours des conférences, nous faisaient plus facilement accepter. Mais le mur de méfiance fut parfois long à disparaître. À l'occasion des élections à l'Assemblée générale des étudiants, notre petit groupe suscita dans presque toutes les facultés des listes dites libérales pour faire face aux listes fascistes. Aidés par le maladroit racisme de la propagande de nos adversaires, et grâce à un travail efficace auprès de l'autre minorité, la juive, il se créa une vague d'antiracisme efficace. Pour la première fois de son histoire, l'AGLU fut une assemblée générale de gauche disposée à suivre les recommandations de l'UNEF contre les tortures et les entorses à la légalité. On s'en aperçut bien vite lorsque 3 étudiants furent arrêtés. Nous rédigeâmes avec Ben Yahya et Ben Batouche une motion exigeant le respect du temps de détention légale dans les locaux de la police et mettant en garde contre toutes sévices corporels. Cette motion votée à l'unanimité provoqua quelques remous chez les étudiants, mais les résultats des élections à l'Assemblée nationale française vinrent bientôt se mettre au premier plan de nos préoccupations. Comme la fin nous semblait proche alors, le triomphe de la gauche en France autorisait tous les espoirs. De plus en plus, nous voyions venir à nous des étudiants anxieux. Qu'allons-nous devenir puisque les négociations vont s'engager et que l'Algérie va peut-être acquérir son indépendance? Pourrons-nous y rester? Nous eûmes alors l'idée d'organiser des réunions entre étudiants musulmans et étudiants européens. 2 à 3 eurent lieu où chacun parla librement. Les préoccupations des Européens étaient exprimées surtout de façon agressive: respect des droits de la minorité, respect de la culture, de la religion. Sur chaque point, les musulmans répondaient. Et comme dans un psychodrame, l'agressivité disparaissait avec l'anxiété. J'ai pu remarquer que cette détente se produisait quand les musulmans affirmaient: vous êtes vous aussi algériens comme nous, mais si vous voulez quitter le pays, vous êtes libre de le faire. Et les Européens répondaient toujours: nous ne voulons pas partir et nous ne voulons pas être étrangers dans ce pays. Sur de telles bases, des discussions fécondes pouvaient s'engager. Cependant, le 6 février se préparait. L'atmosphère était devenue nerveuse, tendue, irritante. Les lettres de menaces, coups de téléphone injurieux, nous parvenaient. Les fascistes se firent la main sur le député Ernu, puis ce fut le tour de Camus. Nous étions allés à sa conférence pour entendre un de nos aînés et au besoin pour le protéger des fascistes. Sur ce point, nous n'eûmes pas à intervenir.
Camus parla dans un local où les spectateurs étaient soigneusement filtrés et dont les abords étaient gardés par des CRS casqués et armés. Nous attendions Camus des prises de position sur le problème algérien. Nous eûmes droit à un discours de bonne sœur. Il nous expliqua longuement qu'il fallait protéger la population civile innocente, mais s'opposa formellement à ce qu'on fasse une quête en faveur des familles innocentes des emprisonnés politiques. Dans la salle, nous étions atterrés. Dehors, la foule des fascistes scandait Algérie française et hurlait Camus au poteau. Mais ces manifestations nous semblaient le dernier sursaut de la bête colonialiste. Même la manifestation monstre lors du départ de Soustelle, même les appels hystériques du professeur Bousquet et leurs répercussions chez les étudiants ne nous émouvaient pas. Nous avions un immense espoir dans le nouveau gouvernement français investi par toute l'Assemblée nationale pour faire la paix. Pas un moment nous ne doutions que ce gouvernement allait mater le fascisme algérois. Ce que Edgar Faure et sa majorité de centre avaient fait au Maroc, il était sûr que Guy Mollet et sa majorité de gauche allaient le faire plus facilement à Alger. Quand je dis nous, je ne parle pas seulement des Européens, je songe aussi aux musulmans qui pensaient comme nous la fin proche et qui nous demandaient de travailler ensemble dans la paix imminente comme nous l'avions fait dans la guerre. Et ce fut le 6 février. Depuis 2 jours, toute la ville était en proie à une véritable surexcitation. Les cortèges défilaient constamment, portant le drapeau tricolore, chantant la Marseillaise, hurlant Algérie française. Des autos passaient et repassaient, lançant des tracts, klaxonnant sans arrêt. C'est dans une telle ambiance que fut reçu Guy Mollet. Je n'ai pas assisté à la scène du monument aux morts, mais mes camarades me la racontèrent. Pas un seul moment nous n'avions pensé que cet accueil pouvait faire prendre à Guy Mollet des décisions aussi graves. Nous pensions au contraire qu'irrité par les Européens d'Algérie, il aurait moins de scrupules, moins de mauvaise conscience à leur imposer cette solution négociée que nous attendions tous. Aussi, fûmes-nous stupéfaits en apprenant, en fin d'après-midi, la démission du général Catroux. Ce fut Ben Batouche qui nous l'apprit. Il était bouleversé. À côté de moi, je vis Lamine pâlir et serrer le poing de colère. Autour de nous, les gens s'embrassaient au milieu des grands éclats de rire, chantaient la Marseillaise. La ville prit tout à coup l'aspect d'une vaste kermesse. J'étais écœuré par tant de bêtises. En nous séparant, l'un de nous dit, et maintenant la parole n'est plus qu'au FLN. Il devint évident pour nous tous que la France, répugnant à mettre au pas la minorité fasciste d'Algérie, c'était désormais au FLN à le faire. À partir du 6 février, nous ne pouvions plus tourner nos regards vers la France. Ce n'était pas d'elle que viendrait le salut. L'extraordinaire apathie du peuple français vérifié au cours d'un voyage à Paris me le confirma. Sous la poussée fascisto-lacostienne, notre groupe se volatilisa, et puis que faire? Le choix n'était plus qu'entre Lacoste et le front. Une troisième force n'avait de sens que si elle était appuyée par la gauche française. À partir du moment où la gauche française faisait le jeu du fascisme algérois, toute tentative libérale à Alger était un mythe voué à l'échec. Personne parmi nous ne s'y trompa. Aussi le mouvement postérieur, dit des libéraux, fut-il en grande partie constitué par des fonctionnaires métropolitains exerçant en Algérie. Nos camarades musulmans devaient bientôt rejoindre le maquis, les communistes passaient à la clandestinité avec l'affaire Maillot, les autres rendirent sur place quelques services, boîtes à lettres, hébergement, etc. J'avais quitté Alger pour l'hôpital psychiatrique de Blida, qui avait la réputation d'être un nid de félagas. Interne chez un médecin connu pour ses positions anticolonialistes, je fus vite catalogué, rejeté par les uns et adopté par les autres. Je restai 8 mois à Blida, m'occupant exclusivement de mon travail d'interne. Ma solidarité avec la Révolution se bornait à faire circuler des tracts, à distribuer des numéros de El Moudjahid que j'avais en ma possession. J'avais accepté un travail médical, mais l'occasion de m'engager plus avant ne s'est jamais présentée. Fin décembre 1956, je quittai Blida pour Paris. Un faisceau d'arguments expliquait ce départ ou cette fuite déguisée. En dehors des raisons familiales, j'avais surtout besoin de recul. Ne travaillant pas pour le front, je me rendais compte de mon inutilité. En outre, la naissance du terrorisme urbain reposa des problèmes de conscience que, dans l'ambiance surchauffée d'Algérie, je ne pouvais aborder la tête froide. Enfin, la crainte, peu fondée, de ma femme de me voir arrêté, mais les arrestations arbitraires étaient monnaie courante, fut sans doute l'argument décisif. En France, je croyais rencontrer le repos, je ne trouvais que la mauvaise conscience. Chaque jour, le journal m'apprenait des arrestations, des expulsions parmi mes amis. Cette nouvelle m'accablait. Je me sentais encore plus inutile. J'essayais de lutter, de susciter dans mon entourage des réactions de protestation. J'essayais de leur faire prendre conscience, peine perdue. Les Parisiens ne se souciaient que de leurs sorties, que de leur théâtre, que de leurs vacances préparées 3 mois à l'avance. Je me pris à les détester, à mépriser en bloc tous ces Français qui envoyaient leurs fils torturés en Algérie
et qui ne se préoccupaient que de leur petite boutique. Je rejetais toute appartenance à la nation française. Décidément, mon peuple, ce n'était pas ce peuple bourgeois sans idéal, c'était ce peuple qui souffrait et mourait tous les jours dans les djebels et dans les chambres de torture. Bien sûr, ces réactions excessives du début s'atténuèrent. Je nouai de solides amitiés avec des camarades internes démocrates qui souffraient beaucoup de cette guerre coloniale que menait leur pays. Mais je ne me sentais à mon aise qu'avec des Algériens émigrés. Ce séjour en France me fut finalement très profitable. Il me confirma ce que je pressentais déjà, que je n'étais pas français, que je n'avais jamais été français. La langue, la culture, cela ne suffisait pas pour appartenir à un peuple. Il faut autre chose, une vie commune, des expériences et des souvenirs communs, des buts communs. Tout cela me manquait en France. Mon séjour en France me montra mon appartenance à une communauté algérienne, me montra étranger en France. Lorsque mon sursis fut suspendu en mai 1958, je n'eus pas longtemps à hésiter. Depuis longtemps, j'avais décidé de rejoindre le FLN. Voici un an maintenant que j'ai rejoint la révolution algérienne. Me souvenant des contacts difficiles et ambigus du début de la révolution, j'ai eu peur d'être tenu à l'écart. Il n'en a rien été. J'ai été accueilli comme n'importe quel Algérien. Pour les Algériens, je ne suis plus un allié, je suis un frère, un simple frère comme les autres. Témoignage de Yvon Bresson. Je me nomme Yvon Bresson. Après avoir passé toute ma jeunesse en Algérie, à Bonn, je me rends en France en juillet 1948 pour y poursuivre mes études. En 1952, après mon service militaire, je présente à Paris un concours d'entrée dans les cadres de la police algérienne. Je suis admis et je reçois mon affectation à la sécurité publique de Saint-Arnaud, gros village des hauts plateaux constantinois à quelques 30 km de Sétif. Le 6 mai 1953, je prends possession de mon poste d'officier de police. Je suis âgé alors de 24 ans. Il faut se souvenir que Saint-Arnaud se trouve au centre de la région de Sétif, où en 1945 fut massacré en 3 jours plus de 40 000 Algériens. Les Européens dont j'étais chargé d'assurer la protection étaient ceux-là même qui, 10 ans avant, avaient participé à la chasse aux Arabes. Encore en 1953, ces hommes évoquent leurs exploits et comparent leurs tableaux de chasse respectifs. À Saint-Arnaud, j'entretiens peu de relations privées avec ces Européens. Par contre, je me crée des amitiés avec des Algériens et même avec des nationalistes connus. Évidemment, mes supérieurs, les commissaires Gavini Antoine et Lambert Marius, me mettent en garde. Les civils européens les plus excités ne manquent pas, chaque fois que l'occasion s'en présente, de me rappeler la règle, mater les Arabes. Le 1er novembre 1954, la révolution commence. Très rapidement, je prends conscience de mon appartenance au camp de ceux qui se battent pour une nation algérienne. Les tortures innombrables que j'aurai, dans l'exercice de mes fonctions, l'occasion de voir, renforcent ma haine du colonialisme. Algériens écartelés par 2 camions militaires allant en sens contraire, torture classique par eau, électricité, pendaison par le pouce, les testicules. Un jour d'ailleurs, ma femme qui, toute la nuit, comme depuis plusieurs semaines, avait été tenue éveillée par les cris des torturés, nous habitions au-dessus d'une salle de torture de Saint-Arnaud, n'y tenant plus, elle a protesté violemment auprès des militaires et des CRS responsables de ces pratiques. Elles se firent accompagner à la maison de 2 mitraillettes dans les reins. C'est pendant cette période que je suis contacté par un membre de la cellule locale du FLN. C'est à lui que je vais fournir les différents renseignements susceptibles d'aider la guerre nationale de libération. Je fais ainsi savoir l'heure et le lieu des rafales, les Algériens pistés, les cafés suspectés. Je communique intégralement le rapport secret adressé par le commissaire Gavini au sous-préfet de Sétif au sujet de l'internement dans les plus brefs délais du docteur Lamine Debaguine, l'actuel ministre des Affaires étrangères du gouvernement provisoire de la République algérienne. Il m'arrive de signaler les agents des renseignements algériens utilisés par la police colonialiste. Ces agents sont évidemment très dangereux car ils parviennent quelquefois à connaître un nombre important de secrets. En mai 1959, Hamou Abdallah, ancien combattant, gérant d'un café mort, l'un des plus actifs agents secrets, est exécuté à 11 heures dans la rue Saint-Augustin. Quelques mois plus tard, un autre espion, Aktouf Mustapha, est à son tour grièvement blessé. En juin 1956, le commissaire Gavini, épuisé par plusieurs mois de séances de torture, part en congé. Je suis alors chargé du commissariat. Dans les archives, j'entre en possession d'une liste de noms d'Algériens suspectés et dont on conseille le plus rapidement l'exécution. Cette liste est l'œuvre de mon collègue Sphonix Jean et du sous-brigadier Varini Camille. J'en prends copie et je communique immédiatement au responsable local. Peu de temps après, je suis arrêté. Auparavant, je parviens encore à communiquer aux responsables un état de l'armement de certains postes et les réserves de munitions.
Le commissaire politique de la zone sud, les zones nord et sud étant délimitées par la route nationale numéro 5 qui sépare en deux le village, décidera, à partir de ces renseignements, le harcèlement de plusieurs fermes et l'anéantissement de centres d'appui de l'armée française. Avant mon arrestation, à la faveur du meurtre par les miliciens de Ben Mioud Saïd le 26 septembre 1956, une rafale de mitraillettes est lâchée contre moi, je ne serai pas atteint. Les exécutions sommaires se multiplient sous la direction du commandant d'armes Puech. C'est ainsi, pour prendre un exemple, que 50 Algériens seront exécutés et enterrés dans un terrain appartenant au maire de Saint-Arnaud. Le 18 novembre 1956, je suis arrêté sur ordre du général Dufour et déféré au tribunal militaire qui me condamne à 5 ans d'emprisonnement avec sursis. C'est en tant qu'Algérien que je fais toutes ces choses. Je n'ai pas l'impression d'avoir trahi la France. Je suis algérien et comme tout Algérien, j'ai combattu et je continue à combattre le colonialisme. En tant que citoyen algérien conscient, ma place était aux côtés des patriotes. C'est ce que j'ai fait.